Bonjour Sandrine, bonjour Muriel, bienvenue sur ce podcast pour cet épisode ensemble. Ça s'est fait de manière absolument parfaite parce qu'il y a très peu de temps, j'ai contacté Antonio, ton mari Sandrine, pour voir s'il était possible de connecter ensemble, et je ne savais pas qu'il y avait ce beau projet qui était en cours, de votre projet de livre en commun avec Muriel Hermine et Sandrine Muller, que tu es, voilà, vous êtes toutes les deux aujourd'hui pour nous parler de tout ça aussi, de votre process, de ce livre, de vos parcours, de tout un tas de sujets qu'on a sans doute en commun et qui vont, je pense, intéresser aussi vos lecteurs et vos futurs lecteurs, parce que c'est un livre, si je reste en tout cas sur le livre que j'ai fini cette nuit en pleine insomnie quand je vous disais, c'est un livre que je trouve très original, en fait, très... il y a un côté un peu hybride parce que c'est à la fois un dialogue, à la fois un peu un livre de développement personnel, mais c'est quelque chose qui est vraiment, je trouve, très original dans sa conception, dans son écriture, et qui sort un petit peu des sentiers battus du pur développement personnel, et qui propose un regard, je trouve, sous forme de dialogue avec vos parcours, avec vos différences, que je trouve très intéressant. On va en parler bien sûr en plus d'autres choses. En tout cas, merci d'être là et très heureuse de vous rencontrer toutes les deux. Merci infiniment. Merci Armelle et bonjour à tous. Bonjour aussi. Alors, avant qu'on parle de votre livre qui est sorti il y a 2 jours, le 27 mars, vous êtes toutes les deux très différentes et très complémentaires. Toi, Sandrine, donc tu es auteure, tu es enseignante, tu as ce parcours de guérisseuse qui te suit depuis des années maintenant. 12 ans, ouais. Ouais. Ça fait un bout de temps. Avec un parcours aussi qui est le tien, avec des challenges de vie, avec des traumas, avec tout ce que cette vie aussi humaine implique pour beaucoup d'entre nous. Et tu as écrit donc plusieurs livres, parce que c'est pas le premier. Il y a eu, si je ne me trompe pas, je les ai notés. C'est le 5e là, ouais, celui-là. L'énergie de l'invisible. Tu as publié en plus assez récemment les 21 clés de reprogrammation, qui est aussi aux éditions de Lotus et l'éléphant, qui est la même, votre même maison d'édition pour votre livre La sirène et le papillon, ou le chemin pour concrétiser ses rêves. Donc super gros projet, gros programme et magnifique thème. Et c'est vrai que voilà, toi tu es ce qu'on appelle un canal, tu es auteur, tu es médium, enseignante, magnétiseuse, donc tu es vraiment, tu baignes dans ce milieu énergétique depuis des années. Et toi Muriel, donc parcours complètement différent, puisque tu es multimédaillée, championne de natation artistique, natation synchronisée, et tu as aussi un parcours, je pense, très atypique. Tu vas nous en parler, mais il y a aussi ce switch que tu as fait ces dernières années, où tu es devenue coach, où tu accompagnes maintenant de manière complètement différente. Donc voilà, vos deux parcours se mêlent et sont très complémentaires, je trouve. Et ma question, c'était justement comment vous est venue l'idée de ce livre et comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux. Pourquoi avoir choisi de combiner vos deux méthodes ou vos deux visions et faire ce mixte dans un livre, dans un seul et même livre. Alors, je ne sais pas, Sandrine, ou Voilà, c'est toi qui m'as contacté, alors vas-y, raconte. Ok. Donc, il y a quelques années, surtout au moment du Covid, j'avais une émission sur Sud Radio, et une émission de développement personnel, justement à travers le coaching. Sur une émission, je cherchais justement quelqu'un d'un peu atypique, qui sortait des sentiers battus, trop professionnels, etc. Et j'ai un petit peu regardé dans le développement personnel, la spiritualité, quels étaient les gens inspirants, qui avait surtout un discours qui me touchait. Et j'ai eu l'occasion de tomber sur la chaîne YouTube de Sandrine Muller, et je suis allée voir et je me suis dit waouh, mais c'est quand même quelqu'un d'assez fantastique, qui donne en tout cas envie de découvrir. Donc j'ai contacté Sandrine et Antonio, son mari, et ça s'est fait de façon très fluide, comme cette émission avec toi Armelle. Et j'ai invité Sandrine au total sur 3 émissions. 2 sur Sud Radio, 1 sur ma chaîne privée. Et puis, évidemment, nous abordions des thèmes très différents. Et je me suis rendu compte que nous étions finalement à 2 opposés, mais à 2 extrêmes d'un spectre, en quelque sorte, qui
qui faisait que quel que soit le sujet que nous abordions, on se retrouvait toujours sur une ligne médiane. Et que la richesse de nos discussions, de notre rencontre, était toujours de nous dire, Sandrine amène cette dimension spirituelle, de développement personnel, des énergies, etc. Moi, j'amène le côté beaucoup plus sportif. Ouais. C'est-à-dire très terre à terre, très dans le concret, la compétition, le matériel, la matérialité en quelque sorte. Et finalement, tous nos échanges étaient toujours cette rencontre entre les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et au milieu de tout ça, il y avait un équilibre. Et on s'est dit, mais cet équilibre, c'est celui qui permet aux êtres humains de rester droits, de rester alignés entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Je crois, et je vais laisser la parole à Sandrine, mais je crois vraiment que l'harmonie, l'équilibre de l'être humain est justement dans ce point central où il reste les pieds vraiment sur terre, c'est-à-dire nous sommes des êtres incarnés, nous vivons sur une terre qui est une terre de matériel, mais on a un tel besoin de transcendance, de quelque chose qui nous tire vers le haut, quelque chose qui nous aspire vers une autre dimension, que ce livre est quelque part l'aboutissement de tout ça. Oui, d'ailleurs, on va en parler pendant cet épisode, mais il y a aussi beaucoup de passages où d'ailleurs toi, Muriel, tu parles de ta grande connexion à Dieu quand tu étais enfant et de ton attrait de ton intérêt, en tout cas pour le Christ, pour Jésus. C'est un passage du livre que je trouvais assez beau. On en parlera au fur et à mesure, bien sûr, mais tu le rappelles ici avec cette recherche de transcendance et que je conçois très bien. Ce qui est fou, c'est que, si je peux me permettre de compléter, comme quoi j'aurais bien travaillé dans l'invisible, parce que avant, juste peut-être 2 semaines avant que Muriel me contacte, j'arrêtais pas de me dire, quand je travaille la visualisation créatrice, je suis certaine que c'est la manière dont les grands sportifs s'y prennent pour avoir le succès. Et c'était comme une conviction intérieure, mais en même temps, je savais pas, parce que je n'avais pas rencontré de grands champions. Et j'ai formulé le vœu, j'ai dit, moi, l'univers, s'il vous plaît, je l'ai visualisé, et une intention, voilà, on en parle dans le livre, j'avais formulé l'intention, j'avais dit, je vais rencontrer un ou une grande championne olympique, mondiale, parce qu'on a plein de choses à partager. Et quand Muriel elle m'a contactée, mais j'étais juste là, ok, merci. C'était incroyable. Et alors ça a cliqué tout de suite entre nous. Et dès, je pense, la 2e interview, c'était moi qui te l'avais dit, Muriel. J'avais dit il y aura un livre, parce que je trouvais ça tellement du gâchis, que autant de créativité qui s'imbriquaient les unes dans les autres, qui faisaient sens. La manière de Muriel d'appréhender les choses est la mienne, peut-être parfois avec des langages différents, mais pour un résultat qui est le même. Je me disais, c'est pas possible, on peut pas passer à côté de ça. Et le truc qui est incroyable, finalement, en faisant ce livre, je me suis rendu compte que Muriel, qui au départ est labellisée la personne qui est les mains dans le cambouis, qui est dans le concret, dans l'action, est une personne qui au final a des tas d'aspirations spirituelles. Et quand vous regardez ma chaîne YouTube, je suis labellisée en tant que la personne connectée à l'invisible, en tant que chaman. Les chamans, c'est ce qu'ils font. Quand ils reçoivent leur don, alors plus maintenant, c'était jusqu'en 2012, je suis une des dernières à avoir reçu le don de cette manière. Quand un chaman reçoit le don, son maître lui dit « je te donne mon don » et c'est tout. Après, il doit prouver qu'il est connecté à l'invisible en recevant tout par canalisation, chose qui s'est passée pour moi. Donc, d'un côté, on pourrait se dire, Sandrine, elle est que connectée à l'invisible, alors que c'est faux. Quand on regarde ma chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube concrète et terre à terre. Et donc, finalement, c'est ça qui est hallucinant, c'est que Muriel part du concret, mais en réalité, c'est une personne qui est archi spirituelle, et moi, c'est l'inverse. On s'imagine que je vais être perchée, alors qu'en réalité, j'ai une spiritualité archi concrète. C'est peut-être ça qui plaît dans ma chaîne YouTube, et c'est pour ça qu'il y a autant d'abonnés, c'est que je me perds pas dans des blablas et dans des concepts incompréhensibles. J'explique vraiment toujours avec des exemples très concrets, en réalité. Donc, on s'est bien retrouvés toutes les deux. Ouais, c'est super.
chez Sandrine, justement, et c'était mon inquiétude, et en même temps c'est ce qui m'a vraiment séduite chez Sandrine, c'est que ce que Sandrine propose, elle l'a véritablement expérimenté dans le concret, à travers des échecs dans sa vie, des questionnements. Elle a eu une vie professionnelle avant, je dirais, de réellement décider de consacrer sa vie au chamanisme, à la spiritualité, aux énergies, etc. Donc, ça n'était pas quelqu'un uniquement dans la théorie et branché. Oui. Et comme j'étais déjà connectée à l'invisible, ma vie professionnelle a déjà toujours été sur ces process qu'on décrit Muriel, enfin en tout cas que je décris moi, de comment on va visualiser toutes les connexions à l'invisible et tout ça. Donc finalement, j'avais déjà le succès avant de faire ma chaîne YouTube, dans les entreprises que j'avais avant aussi, parce que je mettais en place ce que je prône dans le livre aussi. Donc c'est vrai que tu as raison de le préciser, Muriel. Ça date pas d'hier, quoi, finalement aussi. C'est super intéressant, du coup, votre parcours, voilà, mis en commun. Et ce que vous dites là, c'est intéressant parce que c'est aussi ce que j'ai pu ressentir dans le livre. C'est-à-dire que on pourrait penser que toi, Sandrine, tu arrives avec cet aspect hyper ésotérique, hyper métaphysique, et puis voilà. Alors qu'en fait, on sent qu'il y a comme il y a une fusion qui se fait. Et j'ai ressenti aussi beaucoup de grandes. Tu parlais de transcendance, Muriel. J'ai ressenti vraiment cette grande connexion au tout, au divin, à quelque chose de transcendantal qu'on ressent vraiment dans ton parcours, dans les mots, dans ce qui est aussi vraiment véhiculé dans le livre et dans vos approches qui finalement convergent à un moment ou à un autre. Parce que ce livre aussi, en lui-même, c'est vraiment le chemin pour concrétiser ses rêves. Donc il y a vraiment cet aspect extrêmement harmonieux entre la matière et finalement le rêve, l'imagination, la préparation, le monde intérieur, le monde subtil. Et d'ailleurs, vous en parlez dans le début du livre, la sirène et le papillon, c'est vraiment ça. Il y a cet aspect, on part de l'eau, de la matrice de la mer, pour faire émerger aussi ses rêves, pour faire émerger ce monde intérieur, et on s'ouvre comme un papillon vers l'extérieur. Et d'ailleurs, note à part, la couverture est magnifique. Ouais. C'est une sirène avec ses ailes de papillon. Il y a quelque chose qui va vraiment de l'ordre de cette métamorphose qu'on peut retrouver dans les textes sacrés, dans tout le processus alchimique vers Dieu, vers l'unité, et qui nous amène en fait de la matière à l'aérien, à l'éthérique, à plus grand. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment tout le long des pages, et on est toujours entre voilà le concret et le subtil. Et je pense que c'est ça qui fait aussi l'harmonie et la bonne balance en fait de ce livre. Génial, tu l'as ressenti, Armelle, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on souhaitait amener. C'est cette version, enfin cette vision que tout démarre par le rêve, et finalement nous nous levons de notre lit pour aller réaliser nos rêves dans la matière. Mais tout se fomente d'abord à l'intérieur, et la préparation doit être intérieure avant d'aller affronter l'extérieur, la réalité, les difficultés, etc. Et plus la préparation est pensée, qu'on prend le temps de se préparer, et plus les chances d'aboutir vers notre rêve sont grandes. Ouais. Et en même temps, on parle aussi de faire attention des personnes qui sont dans la négation d'eux-mêmes et de leurs talents ou de leurs capacités, et qui sont dans le « je suis pas assez ». Alors, je suis pas assez bonne, qui suis-je pour oser, et machin. Et donc, ils vont faire moult formations, et au final, pour jamais se lancer. Donc, avec Muriel, on parle de la préparation, de toutes les étapes qu'il faut mettre en place pour se préparer et après passer à l'action. Mais en même temps, on vous met en garde aussi de attention à votre mental pourri qui va quelque part vous mettre un programme de sabotage, et qui va faire en sorte que vous soyez toujours à procrastiner, vous dire bon, plus tard, tout ça. Et donc, je trouve qu'il y a des beaux garde-fous aussi par rapport à ça. Ouais, complètement. C'est vrai que vous parlez beaucoup il y a
il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés parce que vous parlez de la confiance en soi, de l'estime de soi, de comment mettre en place un projet de manière extrêmement concrète parce que vous allez même jusqu'à les partenariats, le crowdfunding, les banques, etc. Ce qu'on pourrait se dire, mais ces réseaux sociaux dans un livre de développement personnel alors que ça remet du concret dans quelque chose qui peut-être parfois en manque. Et d'ailleurs, ça peut être une observation peut-être que vous faites aussi que dans ce milieu aussi d'éveil actuel avec cette grande ouverture de conscience collective qu'on est en train de vivre depuis ces dernières années, peut-être qu'on peut l'estimer à partir de 2012, il y a quelque chose qui s'est vraiment déclenché pour beaucoup d'entre nous, je crois, à ce moment-là. Et en même temps, il y a peut-être aussi parfois une forme de perdition, une forme de fuite, et la fuite du réel, la fuite de la matière qui peut se retrouver peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui peut se retrouver assez fréquemment dans le milieu du développement personnel, spirituel, et qui a besoin parfois d'un peu plus de concret peut-être. Ouais, si je peux rebondir, je trouve que pour avoir observé plein de gens quand je faisais les consultations, je trouve que un des écueils des personnes que je voyais moi, c'était ce manque d'abnégation que Muriel a pour arriver numéro 1. Je veux dire, quand elle a redécidé à 50 ans ou 52 ans, Muriel, je sais plus, tu nous diras, mais de revenir sur le numéro 1 sur le devant de la scène. Pendant 2 ans, elle a fait 7 heures par jour dans les bassins. Je veux dire, donc c'est sûr que il y a d'un côté des personnes comme Muriel qui vont avoir mais vraiment une ligne de mire, un objectif qui vont rien lâcher. Et ce que je déplore des fois, c'est que des personnes croient qu'il suffit de faire un tableau de visualisation, de dire à l'univers bon allez, je me lance dans telle formation, je fais la formation, puis je les vois les personnes. Et d'ailleurs, je fais des stages aussi, donc je continue de voir les personnes se lancer en vrai. Et il y en a certains qui ont un peu les fesses sur le canapé en disant, bon, ben, allez, c'est parti, envoyez-moi des clients, envoyez-moi du bouche-oreille. Et puis, si ça n'arrive pas, tant pis, on passe à autre chose. Mais non, ça marche pas comme ça. Il y a une manière de gérer l'échec, il y a un message à recevoir par rapport à ça. Donc, il faut aussi savoir quand continuer, quand lâcher l'affaire. Ça, c'est super important. Ouais. Ouais. Et il y a d'ailleurs tout un passage sur l'échec qui est très intéressant parce que c'est toujours une voie de transformation, de transcendance. Et puis si on reprend vraiment votre symbolique aussi vers ce papillon qui vient ensuite voler de ses propres ailes, il y a vraiment on alchimise ce qui se passe dans nos vies pour vraiment concrétiser certaines choses qui sont finalement naturelles et qui nous permettent d'avancer. Et bien sûr que si on parle de manifestation, de visualisation, de préparer ses rêves, ça demande à un certain moment de se mettre en action. Mais peut-être pas, en tout cas, la façon dont moi je le vis aujourd'hui, c'est une autre manière que de faire toujours dans un but extrêmement mental, précis, mais d'être en dévotion par rapport à ce qui nous vient et de faire des choses par rapport à ce qu'on demande. Parce qu'il y a les deux, je me connecte à mon rêve, je sais ce que finalement je veux, en grande partie. Peut-être qu'il y a des rêves que je ne connais pas encore et qui viendront plus tard, et finalement, je me mets en action par rapport à ça. Et c'est hyper important, comme tu disais, Sandrine, de ne pas rester à attendre que les choses passent, que la vie passe. Ouais, tout à fait. Tu voulais rebondir, Muriel ? Oui, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, je pense que nous avons besoin de rêver. Parce que sinon, l'être humain, par principe, aime rester, rien faire, profiter de la vie, etc. Et je pense qu'on a besoin de rêve, on a besoin de stimulation intérieure pour nous pousser vers un élan. Mais je le voyais dans la compétition, c'est qu'au niveau mondial, artistiquement, à mon époque, j'étais considérée comme la meilleure nageuse artistique parce que je faisais des solos particuliers. Quand je nageais, je racontais des histoires, c'est-à-dire c'était pas juste une succession de mouvements pour montrer que j'étais performante et la meilleure, j'essayais de raconter une histoire à travers mon programme. Et du coup, le fait d'être dans cette démarche me permettait de transmettre quelque chose, d'aller au-delà de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas juste de la compétition. En quoi la compétition pouvait m'apprendre à moi des choses. Et il m'est arrivé d'échouer, et j'en parle justement dans le livre, et mon plus grand échec, ça a été les Jeux Olympiques de Los Angeles en 84, où je devais monter sur le podium. A priori, j'étais 3e mondiale, je m'entraînais 7 heures par jour, et malgré tout, j'ai échoué à la 4e place.
il m'a fallu 10 ans pour m'en remettre. Tellement je me suis considérée comme une victime, il s'est passé des choses pendant les Jeux, donc quelque part, c'était de la faute des autres si j'étais arrivée 4e. 10 ans pour prendre conscience que non, finalement, ce résultat n'était que la conséquence de choix que j'avais fait dans la vie. Et pour revenir à ce que vous disiez, Sandrine et toi, Armelle, c'est que c'est dans l'échec que nous remettons en question. Le succès ne fait que caresser notre ego, que faire plaisir et tout, mais on se remet pas en question. L'échec nous confronte à nos limites, nos décisions, nos incompétences également. Ça renforce la foi aussi. Ça, c'est important. Ce qui m'a frappé dans l'ouverture de votre livre, c'est que vous parliez directement de la 5e dimension. Ça, c'est quelque chose que je trouvais intéressant aussi comme choix, de vraiment ouvrir aussi ce livre sur cette notion de 5e dimension. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là? Est-ce que ça avait un sens particulier pour vous dans cet ouvrage? Sandrine? Je veux bien. Ouais. Oui, parce que une des implications de la 5e dimension, c'est que qu'on le veuille ou non, que ce soit prévu ou non par notre mental qui croit qu'il a une autoroute devant lui et qui va aller du point A au point B, qui a préparé toute sa vie jusqu'à la retraite, eh bien, on va se retrouver confrontés tous plus ou moins à la chose suivante, c'est que il y aura une aspiration de l'âme différente. C'est-à-dire, on fait toujours les mêmes gestes, on va avoir toujours les mêmes collègues de boulot, sauf qu'il y a un jour, pas comme les autres, où vous allez les regarder et vous dire, mais pourquoi je les ai jamais vus comme ça? Pourquoi d'un seul coup j'ai la boule au ventre? Pourquoi est-ce que je me sens mal dans un métier où ça fait 10 ans que j'y vais et que ça se passe bien? Et pourquoi est-ce que je me sens agressée par telle personne? Et là, c'est presque, des fois pour certains, ça peut créer un burn-out. Et donc ça peut être professionnel chez certains, ça peut être personnel chez d'autres, c'est-à-dire pareil, vous vous levez un matin et vous regardez votre conjoint ou votre conjointe et vous vous dites, je ne connais pas cette personne, ou je ne la reconnais plus, ou je ne m'y retrouve plus. Et là, le problème, c'est qu'on ne peut pas se retourner vers ce qu'on connaît pour avancer. Parce que ce qu'il y a derrière nous, c'est les énergies de la 3e dimension. Donc, on peut pas faire du neuf avec des vieilles façons de faire. Donc, ça me tenait en tout cas moi à cœur de parler de la 5e dimension pour bien expliquer aux gens, premièrement, non, vous n'êtes pas fou si vous avez envie de changer de travail, de déménager, de quitter votre conjoint ou les trois à la fois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est attention. Les expériences passées ne vont vous servir strictement à rien. Parce que il y a des nouvelles façons de faire qui correspondent aux énergies de la 5e dimension. Il y a des nouveaux codes et vous devez avoir ces codes-là pour avoir le succès en fait quelque part, pour pouvoir réussir correctement. Et donc c'était important de montrer qu'on est tous dans on est pour moi entre comme deux rouages d'horloge, vous voyez, deux rouages de mécanique. On était sur une petite horloge et puis sur un petit rouage, et là on est dans l'espèce de brouhaha entre deux. Donc parfois c'est compliqué chez les gens, ils se sentent mais littéralement chiffonnés, ils sont essorés comme dans une machine à laver, mais parce qu'ils sont entre deux. Et puis bientôt, hop, c'est la grosse roue qui va prendre le relais, avec beaucoup plus de potentiel, beaucoup plus de choses. Et donc, je pense que ce livre est là aussi pour créer le pont entre la 3e dimension et la 5e dimension. Ouais, parce que je pense que c'est une notion qui peut-être n'est pas encore bien comprise par tout le monde, cette 5e dimension. Oui, et qu'on la comprenne ou pas, on n'y échappe pas. C'est comme les gens cartésiens qui disent « Ah, mais moi je crois que ce que je vois, on n'a qu'un corps. » Ben, que tu y crois ou pas, c'est un fait. On a autre chose qu'un corps. On a un corps énergétique, on a une aura qui fluctue en fonction de nos émotions, en fonction de notre parcours de vie. Donc, c'est ça qui est important. C'est vrai que peut-être que certaines personnes vont se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire, j'y comprends rien et tout ça. Mais il y a quelque chose en eux qui vont reconnaître cet état de fait et se dire bah écoute, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais finalement ça me parle quelque part. Ouais. Parce que même s'ils y croient pas, c'est un fait. C'est comme ça. Comment vous décrivez justement cette 5e dimension que vous abordez de manière vraiment en introduction dans ce livre?
peut-être avec des mots différents, Muriel et Sandrine, vous n'avez pas tout à fait la même façon de la décrire. Je sais que vous en parlez, mais là, en quelques mots, comment vous décriveriez cette dimension, cette 5e dimension? Je pense que nous sommes des êtres multiples, comme un diamant, multifacette, et selon comment nous positionnons une facette par rapport à la lumière, elle brille ou elle ne brille pas. Et finalement, dans cette 5e dimension, pour moi, l'être humain, il est très connecté aux réseaux sociaux aujourd'hui, parce qu'on vit quand même dans un monde très connecté, etc. Et finalement, selon le canal que nous mettons en avant, donc quelle est l'image que nous mettons en avant selon les réseaux sociaux, on ne sera pas du tout la même personne si on est sur LinkedIn, parce qu'on montrera un côté très professionnel. Si c'est Facebook, on est plutôt à montrer une image plus familiale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec nos amis, nos activités extra-professionnelles, etc. Alors, si vous êtes sur TikTok, c'est beaucoup plus déjà un autre profil que vous allez montrer. Donc, finalement, aujourd'hui, notre monde nous permet d'être multiples. Selon à qui nous nous adressons et le canal que nous prenons. Mais une chose est sûre pour moi, c'est que tout cela nous amène malgré tout à nous reconnecter à toutes ces différences qu'il y a en nous et à prendre conscience que il y a une chose essentielle qui nous nourrit à l'intérieur, c'est qui nous sommes vraiment. Et si nous pouvons montrer des images différentes, au fond de nous, qu'est-ce qui brille, qu'est-ce qui nous porte finalement dans la vie. Et cette énergie, parce que moi je considère que voilà, c'est une énergie qui nous pénètre, qui nous envahit, qui est autour de nous, à l'intérieur de nous, etc. C'est de cette énergie-là dont nous avons besoin aujourd'hui pour construire cette 5e dimension. Parce que c'est une énergie qui, l'extérieur c'est regarder, je suis multifacette, mais à l'intérieur c'est j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de partager, j'ai besoin de me découvrir, j'ai besoin de m'épanouir autrement que par l'argent, le business, la réussite, la notoriété, etc., etc. Et donc pour moi, la 5e dimension n'est pas un lieu, c'est pas un espace. C'est quelque chose de beaucoup plus intériorisé. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui va émerger pour construire une autre façon de vivre ensemble. La 5e dimension, c'est un monde d'entraide, un monde d'énergie aussi, en opposition à la 3e dimension qui est un monde hiérarchique où on a vraiment la base, les petits bonhommes, les petites abeilles, les petites fourmis de la base que nous sommes, et puis après les N+1, N+2 et tout ça, avec les grands et tout ça. Et ce monde de commerce, ce monde de hiérarchique qui va s'effondrer, qui est en train et grâce aux réseaux sociaux, comme tu disais Muriel, qui est un monde où tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a quelque chose à apporter et que nous nous complétons les uns les autres. Et donc effectivement, tout le challenge, c'est comment trouver sa place dans ce monde où nous sommes tous multiples et uniques. Et comment je vais monter moi sur le numéro 1 de mon podium à moi pour réaliser ma mission de vie pour mon bien et pour le bien de tous. Et donc, c'est le principe, en fait. C'est comme ça qu'on va faire effondrer ce monde de patriarcat et aller sur des énergies plus maternantes, en fait. Voilà, plus à l'écoute. Plus généreuse, plus partageuse. C'est finalement... C'est pas un lieu, la 5e dimension. C'est un état d'esprit. C'est une façon de concevoir la vie autre. Oui, c'est finalement une réalisation de l'unité aussi. Il y a un retour de cette harmonie et puis de réalisation que vous parlez d'ego dans le livre, beaucoup du mental, de l'ego, c'est sensiblement la même chose, mais vous justement, ça vient mettre en lumière cette idée que lorsque j'arrive à transcender tous ces apparents obstacles, je suis capable d'aller dans plus d'unicité et de réaliser que je suis l'un et l'autre, qu'on est tous finalement les mêmes au fond, qu'on est simplement
en train de s'observer dans cette grande pièce de théâtre, et puis ça nous ramène aussi à beaucoup d'humilité profonde de ce que nous sommes, et que je ne suis pas séparée, je ne suis pas différent, je ne suis pas mieux, je ne suis pas moins bien. Je suis, vous le dites. Il y a ce fondamental je suis. Je sais que Sandrine, toi, tu en parles beaucoup aussi sur ta chaîne. Ce I am, je suis, comme tu l'expliques. C'est le leitmotiv de la 5e dimension, si on regarde bien. Tout va revenir à ça, à ce qu'on appelle aussi. Alors c'est dommage, ce mot est intraduisible. J'aime beaucoup le mot anglais, l'empowerment. C'est le fait Voilà, ouais, mais c'est pas beau. Je sais que c'est un mot qui a été utilisé en puissancement, j'utilise très peu de mon côté, mais. Ouais, c'est de rayonner sa souveraineté pour le bien de tous, en fait. Ouais, on va vers ça, Ouais. D'ailleurs, tu écris à un moment, je crois que c'est après cette partie importante où vous échangez sur la 5e dimension, toutes les deux, dans ce dialogue. Sandrine, tu écris « Notre humanité a besoin de bâtisseurs du futur, de nouveaux métiers, que ce soit dans le domaine des sciences, de l'éducation, de l'aide à Mère Nature, à notre Terre, de l'écologie, de nouvelles façons d'aborder la santé. » Et on a besoin de 109, c'est-à-dire qu'on a besoin, il y a tout un chapitre sur c'est quoi la créativité. On a besoin de personnes qui ne vont pas, encore une fois, se retourner vers les vieilles façons de faire. C'est pour ça qu'on a des gens qui sont tellement connectés en ce moment et qu'on sait ces aspirations. Alors, il y en a qui se trompent des fois, qui vont faire des choses puis ils vont foirer et tout ça, mais c'est pas grave. Comme on disait tout à l'heure, c'est juste une manière de rebondir, de se dire bon bah je vais peut-être modifier certaines choses, mais ce qui est important, c'est qu'on va tous créer quelque chose de nouveau et on a tous cet instinct bâtisseur en nous en ce moment. C'est ça qui est génial. Ouais. Et finalement, je pensais aussi au parcours de Muriel parce que je voulais te questionner aussi, Muriel, sur ce parcours d'abord championne, grande sportive pendant des années, et puis aujourd'hui, tu t'es orientée vraiment vers le métier d'accompagnante, de coach, de guide. Je sais que tu as été formée à l'énergétique, à différentes méthodes. Et finalement, c'est aussi ça, c'est ton propre processus de renaissance au travers de cette dimension de l'unité, parce que je pense que quand on est poussé et porté à faire du développement personnel et prendre soin des autres et devenir coach, c'est effectivement que en soi, il y a déjà un cheminement intérieur de d'accord, il y a quelque chose de plus qui nous attend. Et travailler avec l'humain nous permet aussi de travailler avec nous-mêmes, de se comprendre d'abord soi-même et puis d'avoir envie d'aider d'autres personnes à le faire. Donc il y a forcément déjà finalement des micro-processus avant que ce soit collectif, parce que ça va prendre de plus en plus d'ampleur, mais il y a des micro-processus personnels de transition vers cette 5e dimension, vers plus d'unité, vers plus de douceur, vers plus d'amour d'abord pour soi, parce que je suis convaincue et je pense que vous partagez mon point de vue parce que vous le dites aussi dans le livre, ça commence déjà par soi-même et puis ensuite on est porté à s'ouvrir vers l'extérieur. Donc justement, comment c'est fait pour toi, Muriel, ce grand changement de vie, et qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à devenir coach? Parce que c'est un exemple concret de ce que vous dites dans le livre, en fait. C'est concrétiser ses rêves, mais j'imagine que toi, ça a été pareil. Ça a été, OK, là, je fais le constat, il y a autre chose pour moi et j'ai envie de concrétiser un autre rêve dans ma vie et de faire autre chose que d'être championne de natation synchronisée. Tu l'exprimes bien, mais c'est venu par étapes, bien sûr, et à des moments chocs dans ma vie, des moments très intenses. Si je devais en citer juste 2, je dirais que le premier, ça a été, j'étais à Guayaquil, donc en Équateur, au championnat du monde, j'avais 19 ans. Et une fois que la compétition était terminée, le consul de France à Guayaquil, on était 3 nageuses et notre entraîneur à partir avec lui et à monter jusqu'en haut de la cordillère des Andes. Et c'était un long voyage, ça a été fabuleux. Et il devait être 5h30, 6h du matin. On était arrivés en haut. Je me suis assise sur un rocher et j'ai regardé le soleil se lever. Et vous voyez, je ressens encore ton émotion. Hein. Et l'émotion, elle est encore là. Là, tout d'un coup, c'était tellement intense, tellement extraordinaire que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi, que j'étais qu'une petite chose, tellement c'est allé me chercher au fond. Et quand je suis redescendue,
je dirais, non pas de ma montagne, mais même redescendue dans la réalité que j'étais assise, etc., là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et c'est très étonnant parce que l'année suivante, il y a eu donc déjà les Jeux Olympiques de Los Angeles. Ça n'a pas très bien marché pour moi et je commençais à me dire, à la natation synchronisée, il y a peut-être quelque chose derrière. Les Jeux Olympiques de Séoul sont arrivés derrière. Gros échec à ce moment-là. Et ça m'a ramené à ce moment. Et je me suis dit, mais c'est quoi la vie? Pourquoi suis-je là? Quel sens je vais donner et est-ce que ça vaut le coup de vivre? Et c'est allé me chercher tellement profondément qu'à partir de là, j'ai eu une quête de comprendre pourquoi j'étais là, tout simplement. Donc, il y a eu la création de grands spectacles aquatiques, on fait le tour du monde. Et le deuxième moment, vraiment très fort pour moi, a été quand j'ai lancé un spectacle dans la maison des esclaves, sur l'île de Gorée au Sénégal. Être dans cette maison où sont passés des milliers et des milliers d'esclaves africains qui ont été arrachés à leurs terres et envoyés sur les mers pour les Antilles françaises, anglaises, etc., était le deuxième grand moment où là, tout d'un coup, j'ai pris conscience que j'avais autre chose à faire que de faire du business et d'être une sportive. La vie m'avait donné beaucoup de choses et qu'il était temps maintenant que je puisse transmettre, partager. Et c'est là qu'a démarré mon engagement associatif. Donc l'accompagnement. Alors ça a commencé en Afrique, puis de l'Afrique dans les quartiers défavorisés de Paris et de Navarre. Hein. Et voilà. Et petit à petit, les adultes, plus que les enfants, mais aussi les adultes. Et tout d'un coup, aujourd'hui, je sais que je me pose plus de questions. Je suis sur ma voie. La vie m'a amené là. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'on ne peut transmettre que ce qu'on a vécu et ressenti. Et j'invite toujours les gens avec qui je travaille, par exemple, de dire, mais vivez déjà les choses. Après, vous pourrez aider les autres, transmettre, parce que il y a une nécessité d'authenticité qui est fondamentale. Ouais. Et quand on a vécu les choses dans ses tripes et qu'on a ressenti, on est plus à même d'avoir pris de la distance déjà par rapport à nos propres fragilités d'enfants, d'adultes, d'échecs, etc. Et on est tout à fait en phase pour accueillir la souffrance de l'autre et pouvoir l'accompagner. Merci beaucoup, Muriel. C'est oui, effectivement, ça montre bien qu'il y a des moments clés dans nos vies à tous et toutes. Ça peut être des grands bouleversements, ça peut être des grandes réalisations comme là, toi, t'as eu cette réalisation extrêmement puissante, transcendantale, en fait, dans ce moment-là. Et d'ailleurs, on trouve dans le livre, et c'est toi qui en parles, je crois d'abord, Sandrine, tu parles des traumas, vous parlez de vos parcours respectifs, de votre enfance, et souvent, il y a ça qui se passe aussi. Ça peut être des grands moments dans l'existence, ça peut être des grands bouleversements, ça peut être des grands moments de souffrance, des traumas d'enfants ou d'adolescents ou de jeunes adultes, parce que souvent, il y a quand même quelque chose qui se fait dans une première partie de notre vie pour nous préparer à quelque chose. Et ça pourrait être cette idée des traumas à la contribution, des traumas à l'unité. Et tu en parles d'ailleurs, Sandrine, tu dis même vos traumatismes d'enfance que vous considérez certainement comme une facette sombre de vous vont vous aider à accomplir votre mission de vie dès lors que vous les aurez alchimisés et dépassés. Et finalement, c'est aussi valable avec ces grands moments d'existence, ces grandes réalisations. Tu les alchimises, comme tu disais, Muriel, tu vis intégralement l'expérience pour pouvoir ensuite la retransmettre. Et vous le dites finalement. Pour aider les autres, parce que comment veux-tu aider les autres si tu ne l'as pas vécu, ça sonne pas juste, c'est pas possible. Ouais. Donc, moi, je rejoins totalement Muriel, il faut vivre les choses. J'ai remarqué, certaines personnes continuent d'être dans le mental et font des calculs financiers et disent si je fais des formations, je vais plus gagner et je travaillerai moins en temps. Donc je vais faire des formations. Mais ces personnes-là, eux-mêmes, n'ont pas les compétences, comme dit Muriel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé suffisamment sur le terrain, ils n'ont pas expérimenté. Et après, ils sont surpris qu'ils n'ont pas de clients. Mais en fait, ils renvoient une coquille vide. On peut pas berner les gens comme ça, en fait. Il faut avoir vécu. Donc, il faut un certain temps. De toute façon, les choses se font pas du jour au lendemain, je pense. Et
il y a des étapes à ne pas zapper, ouais. Ouais. Et alors j'ai pioché plein de sujets parce que quand vous parlez vraiment dans ce dialogue très riche entre vous dans ce livre, ça donne tout un tas de clés pour aider les gens à vraiment s'observer, se découvrir aussi, se rencontrer soi-même et puis s'ouvrir à la création de ces projets parce que c'est vraiment aussi le but de votre livre de voilà comment je mets en place quelque chose qui part d'un rêve, comme on disait tout à l'heure, et qui vient ensuite être visible dans la matière. Donc il y a tout un tas de sujets qui sont interconnectés. Vous parliez de confiance en soi, d'estime de soi. Il y a aussi ce grand passage sur la peur de sa propre lumière. Il y a quelque chose qui est extrêmement profond. Muriel, quand tu parles de cette expérience sur le haut de cette montagne de transcendance, où tu dis il y a quelque chose du plus grand, c'est cette rencontre avec la lumière, c'est cette rencontre avec la lumière, la lumière qui est en chacun d'entre nous. Et finalement qui demande à être expérimenté. Et toi aussi, tu le dis très bien. Pourquoi est-ce qu'on a peur de cette lumière? On a tellement peur d'être critiqué, d'être jugé, et que voilà, on se met tout un tas de restrictions parce qu'on est dans cet ego, ce mental dont vous parlez. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous voulez rebondir, sur laquelle vous voulez rebondir. Moi, je veux bien. Ouais. Je veux bien dire quelque chose qu'on n'a pas dit dans le livre, mais il faut vraiment prendre conscience d'une chose, c'est que dans les attributs de la troisième dimension, il y a l'éducation. Écoutez bien les mots, c'est que c'est une forme de dressage, c'est-à-dire que déjà tout enfant, on apprend au travers du regard de notre mère ce qui est bien ou ce qui est pas bien. C'est-à-dire, on va faire un joli dessin, elle nous fait un grand sourire. Oh, alors j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse pour faire plaisir à ma maman. Par contre, je suis en train de gribouiller les murs, elle fronce les sourcils. Et donc là, on commence déjà à comprendre. Et après, malheureusement, nous ne sommes pas, on est en train d'aller dans un monde vers ça, justement. Il faut des futurs professeurs, des futurs coachs, peu importe, qui vont former ces nouveaux enfants à d'autres façons de faire, un peu comme les écoles Montessori. Mais malheureusement, on nous a enfermés dès le départ dans une école où on a des contrôles. Les mots, c'est ça. Des devoirs. Mais écoutez les mots, laissez-les résonner. Depuis tout petit, on est éduqué avec le fait qu'on a des devoirs et des obligations, voilà, des contrôles, mais vous vous rendez compte comme ça pèse. Et après, quand on sort de l'école, eh ben, on a la même chose avec notre patron qui fait des évaluations de fin d'année pour pouvoir voir s'il va vous donner une prime ou pas. Et donc, c'est terrible parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont codépendants, c'est-à-dire qui vont aller chercher dans le regard des autres qu'est-ce que je vaux. Mais il n'y a que vous qui savez ce que vous valez. Et il n'y a que vous qui devez avoir les triples, le courage de vous dire mon projet à moi, c'est ça, moi, qui je suis, c'est telle personne, et j'y vais. Et vraiment, il y a un chapitre dans le livre sur faire fi de la critique qui est très important. Il faut que vous compreniez que quand vous allez vous lancer vers qui vous êtes, avec un Q majuscule, un V majuscule et un E majuscule, vers ce grand qui vous êtes, vous allez, on peut pas faire à tout le monde, vous allez attirer la critique. Alors, premièrement, parce que déjà dans votre cercle proche, mais elle se prend pour qui? T'as vu ce qu'elle se met à faire? Parce que ça heurte les gens de votre famille. D'un seul coup, vous leur échappez, vous n'êtes plus la même personne. Donc, ils vont chercher à vous ramener vers un ancien vous, une ancienne Armelle, une ancienne Muriel, une ancienne Sandrine avec les vieilles blagues potaches d'avant. Mais vous voudrez pas rester là-dedans. Donc, vous prenez le risque, on en parle dans le livre, de peut-être éjecter certaines personnes ou il y en a d'autres, comme on monte en ascension, donc il y en a certains qui vont être éjectés sur le carreau, et je dirais tant mieux parce que ça fera de la place pour des nouvelles personnes que vous allez rencontrer, et d'autres qui vont être pris dans votre ascension en spirale et qui vont sans rien faire évoluer avec vous. Donc ça c'est important. Et donc vraiment, je me rends compte que les gens qui n'arrivent pas, qui ont ce syndrome de l'imposteur, à 99% des cas, c'est à cause de la peur de la critique. Et moi, je me souviens quand j'ai lancé mon deuxième livre, L'énergie de l'invisible, j'ai eu conscience de ça. Au départ, j'avais fait qu'un livre, puis je m'étais dit, bah, je m'arrête là, c'est bon, j'ai fait ma mission. Et puis après, bon, bah, j'ai canalisé un autre, et puis il y a mon mental qui m'a dit, ah ouais, mais Sandrine, tu vas te faire critiquer, tout ça. Et puis j'ai dit, bah, vous savez quoi là-haut? Ok, on va faire un deal. Je vais avoir une critique, ça va me faire rire, je vais me dire, ah, je t'ai vu la critique, et après, check, c'est fait la critique, basta, j'avance.
Eh ben, c'était hallucinant parce qu'une personne qui était une fan qui avait adoré mon premier livre, je lui ai offert le deuxième. Et au moment où je lui offre, elle me dit, elle me rappelle, elle me dit, ah, je suis déçue. Ça parle de l'invisible, mais quand même, dans l'invisible, il y a des fantômes, ça fait peur. Je suis super déçue, c'est pas comme ton premier livre. Et là, je me souviendrai toujours, mais j'avais un sourire jusque-là, parce que dans ma tête, j'étais là, check, c'est fait, merci. Allez, maintenant, j'avance. Et du coup, quand elle m'a vu rire, elle a eu comme un reflet de ce qu'elle m'envoyait. Et après, elle s'était excusée, elle était là. Non, mais en fait, il est bien, hein, c'est pas du tout. Et j'étais là, non, mais il n'y a pas de problème. Et vraiment, je vous invite à ça. C'est-à-dire, le jour où vous allez à la rencontre de qui vous êtes et que vous faites quelque chose de neuf, c'est de vous dire, OK, moi, je veux la personne qui critique. Je l'aurai. T'es là? Très bien. On peut pas plaire à tout le monde. Au revoir. Et je continue d'avancer. C'est important. Ouais, c'est super de rappeler ça. Merci Sandrine. Puis c'est rigolo. C'est un exemple. Oui, tu déjoues en fait ce piège du mental en étant dans quelque chose de. Mais c'est ça, parce que sinon il te ramène dans ta codépendance. Si la seule critique que tu vas avoir d'une personne, d'ailleurs avec les réseaux sociaux, vous remarquerez, les gens vous les connaissez pas. Je veux dire, moi des fois j'ai fait des YouTube d'une demi-heure sur des sujets hyper importants. J'ai des gens qui me disent, Sandrine, t'es habillée comme un as de pique ou t'as les cheveux en pétard. Mais alors, si je suis dans la codépendance, je me dis, mais ah bon, mais c'est terrible. Du coup, ça veut dire que c'est nul tout ce que j'ai dit. Et au final, ben, je réponds à ces gens-là dans ma tête, même pas que je prends la peine de leur répondre, c'est de dire, écoutez, je suis alignée avec moi-même. C'est-à-dire, j'ai fait le job. Et le jour où je parle là-haut face à mon créateur, je pourrais le regarder droit dans les yeux, je pourrais me regarder droit dans les yeux et dire, tu sais quoi, Sandrine, tu as fait ce que tu voulais. Et puis, bah, si tu as des gens qui ont critiqué, eh ben, soit, c'est comme ça. Peut-être que tu leur fais trop de lumière, ça les éblouit. Peut-être que ça les met en danger parce que du coup, toi, tu bouges et pas eux et du coup, tu leur renvoies leur inaction. C'est ça qu'il faut vous dire aussi. Donc, n'oubliez jamais cette formule qui est très importante, qui fait partie des 4 accords Toltec. La critique appartient à celui qui la formule. Quelqu'un qui formule une critique vous parle de lui, vous parle pas de vous. Il vous parle de sa manière de voir les choses. Donc, est-ce que vous voulez prendre le cadeau de la critique ou pas? Moi, perso, je le rends à la personne. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ouais. Tu voulais rebondir, Muriel? Non, c'est... Oui, par rapport à ce que tu disais, c'est qu'au bout du compte, je crois que notre grande chance aujourd'hui, c'est que notre société essaie de nous formater, exactement comme Sandrine et toi l'avez bien décrit, mais on a cette chance extraordinaire d'avoir ces 2-3 dernières générations d'enfants qui sont arrivés et qui ne veulent plus justement être formés. Ouais. Et à travers le travail que je fais avec mon association, j'en fais partie intégrante. Et oui, exactement, bien sûr. Ils projettent. Alors pour l'instant, ces jeunes sont en souffrance parce qu'ils sont en train de rentrer dans une jungle et avec la massue, ils sont en train de déchiffrer pour les générations qui vont arriver. Et finalement, les arbres qui sont là, ou les gens qui étaient là et qui maintenaient cette façon d'éduquer, de formater les enfants, etc., ne comprennent pas ce qui se passe. Mais en tout cas, moi, le nombre de jeunes, je sais qu'à mon époque, quand on était décroché du système scolaire, c'est parce qu'on était renvoyé de l'école. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes décrochent par eux-mêmes parce qu'ils ne comprennent même pas pourquoi. Ils ne se retrouvent pas, en fait. Voilà. Et c'est ça qui va nous amener justement à cette très profonde transformation. Donc nous, adultes, nous sommes là pour planter les graines, accompagner cette jeunesse, lui donner les outils nécessaires. Nous sommes comme le livre, dans cette transition, de transmission, je dirais, de bâton de témoin, pour reprendre l'analogie de l'athlétisme. Mais en vérité, pourquoi aujourd'hui ça change? Parce que ces générations-là ne veulent plus de ce formatage. Et justement, c'est là où on peut construire quelque chose de beau, de solide. Et l'intérêt de tout notre livre est justement de parler et aux générations des adultes et aussi aux jeunes générations qui arrivent, qui ont besoin de faire attention à... On a des belles choses à transmettre quand même, donc pas oublier de pouvoir les expérimenter éventuellement s'ils voudront le faire, mais en tout cas de partir avec tout ce qu'il y avait au moins de bien de nos générations à nous. Ouais.
Oui, c'est très vrai. Merci Muriel pour cette vision-là. Et tu vois, on parlait en off avant de se retrouver. Je te disais, c'est génial. Je l'avais dit à Sandrine aussi parce que j'ai fait des années de natation synchronisée dans un club à Nantes que tu connais, le club Léo Lagrange. Et c'est vrai que j'ai arrêté spécifiquement à ce moment où ça pouvait devenir extrêmement formaté, le moment entre 12 et 14 ans où on me propose de continuer de manière professionnelle et d'entrer dans ce qu'on appelle sport-études. Et à ce moment-là, j'avais ce choix que je n'ai pas fait et je suis partie dans complètement autre chose. Et je crois que tant mieux et que c'était sans doute comme ça que ça devait se faire parce que ça m'a permis de devenir aussi ce que je suis aujourd'hui et je pense avoir pris un chemin de traverse à ce moment-là. Ça a commencé à ce moment-là. Et c'est ce que tu dis sur ce désir aussi des enfants qui arrivent aujourd'hui, ces générations des 5, 10 dernières années ou un petit peu plus. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de complètement nouveau, mais on fait le pont. Toutes les générations font le pont les unes avec les autres. Et ces enseignements que les générations passées sont hyper importants parce que le cheminement n'est pas le même. Mais il y a quelque chose qui se retrouve parce qu'on arrive finalement au même point. On passe par des chemins différents et aujourd'hui on converge vers ce même point de réalisation de conscience, envie d'autre chose, et envie de sortir des cadres, comme tu l'expliquais aussi Sandrine, de sortir de l'école, de sortir de cette lourdeur-là et d'aller vers complètement autre chose. On va pas tarder à finir cet échange parce que on va pas parler de tout votre livre pour que les lecteurs puissent aussi découvrir tout ce qu'il y a dedans et qui est très beau. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un livre que je trouve hybride entre le livre de développement personnel, le roman, le dialogue. Il y a quelque chose, on a l'impression d'être avec vous deux en fait pendant tout le livre. C'était le but. Je trouve super. Venez avec nous. Venez avec nous. Sur notre canapé pour partager nos échanges et nos discussions. Et on le ressent, on a l'impression de prendre un thé avec vous et de vous avoir à côté pour échanger. Et je pense que c'est cette proximité qui fait aussi l'impact de vos messages. Et je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on termine sur votre ouverture, parce que vous terminez, c'est très intéressant, vous commencez sur la 5e dimension et vous terminez avec ce passage, avec ce verset de la Bible de l'évangile de Matthieu, où vous parlez vraiment de demander et vous recevrez, frapper et on vous cherchez, vous trouverez, frapper, on vous ouvrira dans ce sens-là. Ouais. Et c'est intéressant parce que finalement, il y a aussi ce retour, je trouve. Alors peut-être vous n'avez pas du tout le même parcours avec le divin, mais pourquoi avoir choisi de terminer là-dessus et quel est votre rapport à tous les dieux, à Dieu, au divin et même au Christ dont vous parlez, parce que vous dites à la fin qu'il s'agisse des enseignements du Christ, des paroles du Coran, des sagesses de la Bhagavad Gita, tous nous encouragent à chercher, agir et à croire. Pourquoi avoir choisi de terminer le livre là-dessus et quel est votre propre rapport à Dieu, à toutes les deux? Avons-nous vraiment consciemment choisi? Sandrine, je sais pas, mais je ne crois pas. Je pense que ça a été fait direct, c'était fluide. C'était tellement fluide, tout s'est tellement enchaîné avec facilité que quelque part, la conclusion du livre a abouti à ce sujet-là, mais comme une évidence. Donc, parce que c'était toujours écrit en fait. Le demander, c'est l'idée, le rêve. En fait, ça se résume, tout le livre et tout le process dans notre vie se résume à ça. Demander, c'est le rêve. Quelles sont tes aspirations? Quelles sont tes idées? Quels sont tes rêves? Chercher, c'est formuler une intention, c'est-à-dire, OK, de mon rêve, vers quoi je vais tendre? Et puis frapper, là, on est dans une action. Donc, finalement, ces phrases de la Bible sont un résumé de ce qu'on est censé mettre en place, en fait. Et quant à la partie Jésus divin, alors je ne suis connectée à aucune religion du tout, donc je ne fais pas l'apologie d'une quelconque religion. En vérité, ça rejoint ce que nous disions au début, c'est que je pense que nous sommes traversés par une énergie qu'on peut appeler comme on veut, hein, Dieu, on lui donne le nom qu'on veut, la vie, et cette énergie-là est quelque chose qui nous pousse à regarder vers le haut, quoi, à regarder à l'intérieur de nous, mais pour nous élever. Et je pense que c'est en ça que moi, la partie christique
je dirais, puisque c'est beaucoup plus ça. Je suis plus connectée au Christ qu'à la religion à proprement dit. Je suis persuadée que chacun d'entre nous pouvons trouver notre chemin qui mène à Dieu sans forcément passer par une religion. Mais on peut aussi le faire. Tout est un choix personnel. C'est le principe de la spiritualité. Si je peux ajouter un petit truc par rapport à ça, c'est que j'ai toujours été connectée à l'invisible et donc aux anges et aux archanges, mais bizarrement, enfin pas bizarrement puisque je suis de lignée chamane et que j'ai été déjà dans d'anciennes vies, je ne voulais pas entendre parler de Jésus du tout. Tout comme Louis Sanza, le chaman qui m'a donné son don, parce que lui, il a été initié, il est argentin, il a été initié par les chamans d'Amérique latine, donc des Mexicains, des Péruviens, voilà. Et donc là-bas, il y a eu les conquistadors, au nom de Jésus, on a pillé des villages et tout ça, donc il voulait surtout pas en entendre parler. Et bizarrement, il a comme choisi quelqu'un qui elle-même aussi ne voulait pas en entendre parler, mais j'arrivais pas à expliquer pourquoi en réalité. Et je me souviendrai toujours que je disais à ma grand-mère, mamie, apprends-moi à aimer Jésus. Et elle me disait, mais il est dans toi. Et je comprenais rien. Et en fait, un jour, j'ai fait un YouTube sur l'énergie christique, en tout cas, l'énergie qui va nous habiter tous dans la 5e dimension, qui est l'énergie I am, je suis. Donc, l'énergie de l'empowerment, l'énergie de dès que je formule I am, je suis, je mets en action l'énergie divine qui me traverse. Et qu'est-ce que je fais avec cette énergie divine? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites derrière les mots je suis? D'accord? Et en fait, j'ai fait tout un YouTube sur ce je suis. Et là, je me suis dit, oh, j'ai vu écrit je suis. Et là, je vois marqué Jésus. Et il y a un I en plus dans Jésus. Et dans la langue des oiseaux, c'est-à-dire dans l'âme des mots, c'est super intéressant. Le I, c'est la symbolique de l'incarnation de Dieu sur terre. Pourquoi? Parce que le I, ça commence par un point. Un point, c'est tout. Tout comme Dieu, d'accord? Et ce point, regardez la géométrie du I, il descend du haut vers le bas. Donc, si on va par là, un ami, c'est une âme, ami, qui a décidé de s'incarner sur Terre pour vous retrouver. C'est-à-dire que c'est une âme qui est une amie là-haut et qui vous retrouve sur Terre. Et donc, ce I, il est très important. Vous allez voir, regardez bien l'âme des mots. Et donc, dans « je suis », mais je me suis dit « ah mon Dieu, mais mamie, mais t'avais raison, Jésus est en moi ». Dès que je dis « je suis », je mets en action l'énergie christique. Et là, je me suis rendu compte, j'ai toujours été connectée à Jésus. Super. C'est aussi simple que ça. Oui, oui. Super. Merci infiniment à toutes les deux. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur notre échange ou partager peut-être une actualité personnelle du moment ou n'importe quoi sur le livre? Non, Armelle, pour moi en tout cas, il est sorti il y a 48 heures. Tu es la première émission qui nous permet, Sandrine et moi, de nous retrouver pour parler de tout ce travail qu'on a fait ensemble. Donc du fond du cœur, à toi un grand merci de mettre en lumière ce beau projet qu'on a eu et qui aujourd'hui est devenu réalité. Ouais. Merci Armelle. Merci Armelle et Muriel. Merci Muriel, merci Sandrine. Le meilleur pour votre livre, pour cette belle collaboration et puis au plaisir de vous retrouver d'une autre manière, sous une autre forme ou de vous retrouver plus tard sur le podcast. Avec grand plaisir. On ne sait jamais. Merci d'avoir accepté et puis vous serez toujours la bienvenue ici. Et j'aime bien envoyer une intention, le meilleur pour toi Armelle, avec toute ma gratitude, et le meilleur pour toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. J'envoie l'intention que vous trouviez, demandez, cherchez et trouvez ce qui vous anime pour votre bien et pour le bien de tous. Merci infiniment. Merci, au revoir.